Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous partager ma vision concernant l'actualité. Alors, ce n'est que ma vision, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout le long de la vidéo, il y a un ping-pong, un aller-retour entre le film, les événements de l'histoire et notre personnage, et puis une prise de recul sur ce film, une vision plus symbolique. Alors, l'actualité... Eh bien, il s'en passe des choses. Et oui, il faut prendre du recul, un gros recul. Regardez le film se dérouler. Parce que si je me focalise sur un seul point du film, comme par exemple la hausse des taxes, un point évidemment que je ressens comme négatif pour moi, eh bien, je risque de mal le vivre. Mais le film dans sa globalité, c'est quoi ? Quel est le thème du film? Le thème, c'est pas que la hausse des taxes. Ça ressemble plus à un secouage, un réveil. Tout est fait pour mener à me reconnaître, à reconnaître l'unité. Si j'ai en tête un plan de vie et que je veux que les choses se passent comme le plan que j'ai en tête, évidemment, je risque de mal vivre les événements. Parce que si je ne suis plus à ma place à un endroit, ou bien si j'ai quelque chose à voir d'une situation, si je ne suis plus alignée sur mes valeurs, eh bien les événements actuels vont se charger de me le faire comprendre. Alors il y a deux façons de voir les choses. Soit je ne vois pas le lien entre les événements et moi, mon schéma, je ne vois pas que ce n'est pas pour m'embêter qu'il se passe ce qu'il se passe, mais que quelque chose est à voir, à apprendre, à intégrer. Donc soit je ne vois pas ça et je vis mal la situation, je suis victime de choses ou de personnes que je perçois comme extérieures à moi, séparées de moi, des choses ou des personnes qui me veulent du mal. Soit je vois ce lien entre les événements et moi, et alors ok, j'accepte, avec joie ou pas, et je suis le mouvement qui m'est proposé. Et si j'arrive vraiment à prendre du recul, à avoir la foi, si je suis ouvert, que je n'ai pas la vision embrumée par plein de projections négatives, donc si j'ai une vision claire, alors les bonnes personnes se présentent sur mon chemin pour m'aider, il y a l'argent, les outils, tout se présente pour que je puisse avancer. Prenons un exemple, un boulanger a sa petite boulangerie qui roule, mais depuis la hausse de l'électricité, il dit qu'il ne s'en sort plus, c'est l'enfer. Pour lui, son plan, c'est que sa boulangerie devait continuer de tourner. Donc, si son business ne peut pas continuer, ça va pas dans son sens, dans le sens de son plan, et c'est vécu comme un drame. Mais si cette entreprise doit s'arrêter, c'est qu'elle doit s'arrêter par rapport à un schéma qui lui est lié. Par exemple, il est peut-être destiné à autre chose, ou bien ce métier le stresse trop et il développe des maladies mais il ne veut pas en tenir compte, ou alors son travail impacte sa famille, ou bien il est mauvais gestionnaire mais il ne s'en rend pas compte, ou alors il doit exercer dans un autre département, ou prendre un local plus petit, peut-être qu'il est fait pour être ambulant dans un camion sur les routes de campagne mais il ne le sait pas encore évidemment, etc. Et donc cette hausse d'électricité, qui le met dans la mouise, c'est un peu la main invisible qui pousse pour dire « Allez, faut partir maintenant, car autre chose t'attend ailleurs. » Mais vu de l'extérieur, tout le monde se dit que c'est un drame injuste et chacun projette ce possible drame sur son propre cas et c'est l'angoisse. Alors que peut-être que suite à ce départ, il va trouver autre chose qui lui permettra de s'épanouir bien plus. Mais il n'aurait jamais osé tenter de partir si la vie, si ce grand mécanisme ne lui avait pas imposé. On peut même pousser la vision un peu plus en disant que le mécanisme, c'est aussi lui. Donc finalement, il s'est poussé lui-même dehors pour être de nouveau aligné avec ses nouvelles valeurs de l'instant. Son monde se redessine en fonction de qui il est. Son monde prend la nouvelle forme de son nouveau schéma, de son nouveau câblage, de son nouveau mécanisme et de ses valeurs.
Une boulangerie statique disparaît de son champ de vision, de son monde, et un camion mobile apparaît. C'est le reflet de son nouveau moi. Et puis, on ne choisit pas son métier. Notre métier s'impose à nous. Il nous correspond vibratoirement. Regardez le domaine dans lequel vous travaillez et l'intitulé de votre poste et vous allez comprendre beaucoup de choses. Le métier de boulanger, symboliquement, c'est relié à la terre, le pain, le blé, la nourriture, le taureau dans son pré. Le métier qu'on a n'est pas un hasard. Il guérit quelque chose, il nourrit quelque chose. Alors, si on change de vision, de vibration, ça passe à un autre métier ou un autre poste dans le même métier. Et comme pour le métier, c'est pareil pour le physique. Le physique qui est projeté dans le film, le physique que je vois de moi, correspond à ma vision, mes croyances, ma vibration. Donc voilà, il est nécessaire de prendre du recul. Le plus grand recul, c'est quand on en arrive même à en rire. Oui, je sais, c'est dur. Ok, dans ce film, ça bouge beaucoup, ça va vite et ça impacte beaucoup de domaines, histoire que personne ne passe à travers les mailles du filet. La réforme des retraites, la régulation et contrôle des réseaux sociaux, les vaccins ARN injectés aux animaux, des taxes, le Mercosur qui est la libéralisation du commerce entre l'Europe et les pays du Mercosur, donc l'Amérique du Sud, qui ont des normes sanitaires et environnementales différentes, l'augmentation de la taxe foncière, le fait que l'État se serve dans l'épargne des Français, des taxes, les cotisations pour les apprentis, les arrêts de travail si t'es en longue maladie et le remboursement des médicaments, des taxes, la vaccination obligatoire dans les EHPAD, des taxes, la guerre liée à l'Ukraine et des taxes, etc. Bon, bref. Non, mais vous trouvez pas ça énorme qu'il y ait tous ces domaines ? Si l'univers avait voulu que ça bouge, il n'aurait pas pu s'y prendre autrement. On dirait une aiguille géante qui vient piquer les fesses de tout le monde. Tout le monde doit sortir de sa zone de confort. C'est l'heure de l'introspection. Chacun sera donc titillé dans le domaine dans lequel il a besoin d'être titillé. Famille, santé, argent, nourriture, travail, déplacement, loisirs, etc. Ça veut donc dire qu'il y a des événements actuels qui n'auront aucun impact sur certains. Certains n'auront jamais de problème d'argent, par exemple. Même s'il y a un krach boursier, même si les banques s'effondrent, ils seront comme protégés miraculeusement de ça. Mais oui, chacun a son schéma, son câblage, ses croyances. C'est comme ça. Et dans l'histoire, pour que ce secouage se fasse, donc, ça passe par des personnes d'autorité qui imposent des choses qui vont faire le plus réagir possible mon petit personnage. Je dis dans l'histoire parce que, comme déjà dit dans l'exemple du boulanger, c'est moi en fait qui me secoue moi-même. J'aspire à me reconnaître, à me réveiller. J'aspire à la paix. Donc, dans le jeu, évidemment, ces personnes d'autorité qui piquent les fesses ont le mauvais rôle, mais bon, voilà, chacun son rôle, hein. Ces personnes-là nous dérangent, et quand une personne dérange, c'est que quelque chose résonne, c'est qu'il y a quelque chose à voir en moi, en nous, ce fameux effet miroir. Alors on va me dire, un tel c'est un pervers, un corrompu, un menteur, un manipulateur, un voleur, etc. Et je le supporte pas. Et pourtant, moi, je ne suis pas un pervers, corrompu, menteur, manipulateur, voleur. Donc, l'effet miroir, je ne le vois pas. L'effet miroir, ça ne veut pas dire que je suis la copie conforme de l'autre, sinon, eh bien, je serais l'autre. Mais ce pervers qui me touche, il me montre une faille, une blessure, et aussi mes capacités, mes dons, parce qu'il me pousse dans mes limites, et aussi mes parts sombres. Et c'est en ça que c'est un miroir. Il fait miroir pour moi. Et puis pervers pour moi ne signifie pas pervers pour un autre. Dans ma réalité, il a le rôle d'un pervers qui appuie là où ça fait mal chez moi. Mais pour autrui, il peut être vu comme un ange, parce que ça interagit pas de la même façon. Chacun a son propre schéma de croyance. Bon, donc il y a eu un premier secouage lors du Covid. Alors ça y est, de nouveau,
on dérange le taureau tranquille dans son pré, faut nettoyer, on va le déplacer et il va sortir de sa zone de confort et de ses habitudes. Aïe aïe aïe. Mon petit conseil, bon, c'est pas original, c'est de rester bien centré dans le cœur et dans le moment présent. Priez qui vous voulez, peu importe. Jésus, un ange, grand-maman, le doudou, le chat, le lapin, mais revenez dans quelque chose qui symbolise l'amour et la paix pour vous. C'est de la méditation, hein, et pourquoi pas avec quelques huiles essentielles en diffusion. Ça déconnecte alors des pensées d'histoires projetées dramatiques qu'on s'invente. Comme quand il y a de l'orage, ça ne sert à rien de maudire la météo ni de projeter tout ce qu'on aurait pu faire ou tout ce qu'on n'a pas pu faire ou tout ce qui pourrait arriver à cause de l'orage. Juste on fait ce qu'on a à faire avec bon sens. On s'abrite, on se protège, on range ce qu'on doit ranger. Et voilà, on peut que laisser aller en regardant la pluie tomber ou en faisant un truc qu'on aime bien. Un autre conseil, ne pas succomber à la haine. Ne pas laisser la haine nous envahir quels que soient les événements. Pas de haine, pas de guerre, pas de vengeance, pas d'humiliation, etc. Je sais qu'on ne peut pas maîtriser nos émotions, nos réactions, mais au moins on peut observer dans quelle énergie on est. Parce que c'est ça qui colore le film de ma vie, le regard, la vibration que je porte sur ce film, sur mon film. Déjà, là maintenant, tout de suite, parler mal de quelqu'un, le juger, le rabaisser, l'humilier avec une haine profonde, c'est ne pas le respecter et c'est ne pas se respecter. Et alors je ne serai pas respectée non plus. D'ailleurs, si on ne se sent pas respecté par quelqu'un, observons tous les domaines où on ne respecte pas les êtres ou même les objets. Alors on va me dire, oui, mais eux là, ils ne nous respectent pas non plus, donc pourquoi est-ce qu'on les respecterait ? Eh bien, parce que les respecter, c'est respecter leur rôle, c'est respecter mon rôle aussi, c'est me respecter, c'est accepter ce que je projette, c'est accueillir ce qui est déjà là, car si c'est là, c'est que ça a dit oui pour être expérimenté. On n'aime pas les cafards, mais pourtant dans le jeu, ils ont leur place et leur rôle aussi. Il y a comme deux plans différents et ça fait des ping-pong entre les deux plans, des allers-retours. L'histoire, le film, et comment je regarde le film, ma vibration, mon regard, comment je colore le film. Dans l'histoire, ça agit selon les élans liés au schéma, au conditionnement, aux croyances. Il y a des élans. Élan de rester sur son canapé, élan de bouger, élan de signer des pétitions, de voter, de crier, de manifester. Ça pousse à faire. On peut même dire et ressentir que ça fait tout seul. Vous avez remarqué qu'on ne peut pas s'empêcher des fois de faire ou de dire certaines choses. Donc s'il y a élan d'aller manifester par exemple, eh bien voilà, il y a élan d'aller manifester. Oui, mais l'important c'est comment ça vibre là-dedans. Ok, je manifeste, mais ça peut être coloré de deux façons. La première façon, je manifeste, je suis en colère, j'ai envie d'embrocher quelqu'un, même si je ne vais pas le faire. Mon rêve, c'est de provoquer la chute de cette personne, la détruire. J'agis en me focalisant uniquement dans le futur, dans un but que je me suis donné. Je suis tendue dans le corps et je suis dans une énergie de conflit, de guerre. Et si, après la manifestation, ça n'a pas été dans le sens de mon objectif, je serai en colère, fatiguée, crispée. La deuxième façon, je manifeste, mais pour la paix, pour être tous ensemble. Je me sens bien, je me sens entourée, soutenue, je vis le moment présent pleinement. Je vis l'énergie de groupe, je ressens qu'on est plus forts tous ensemble. C'est rassurant et je le vis dans le moment présent, sans vouloir la défaite de quelqu'un. Et là, je suis dans une énergie de paix. Je souhaite la paix. J'agis en paix et je sais que l'univers se charge du reste pour que cette paix soit là. Comment cet univers va s'y prendre, ça je sais pas, mais voilà, j'ai la foi. C'est vraiment pas la même énergie et pourtant,
Extérieurement, c'est la même action physique, je manifeste. C'est pareil pour porter plainte ou dénoncer quelqu'un. On dénonce quelqu'un parce qu'on a l'élan de le faire, mais l'énergie avec laquelle on va le faire va changer la coloration de notre réalité. Si on y va dans l'espoir, dans l'attente que celui qu'on dénonce se fasse dézinguer, on est alors dans une énergie de conflit, de guerre. D'ailleurs, on le ressent, on est tendu et on n'est pas en paix tant qu'on n'a pas le résultat de la condamnation. Si on y va afin d'être entendu, afin de déposer son sac à dos, son histoire, et puis de tourner la page, donc dans une énergie de s'alléger pour passer à autre chose, sans rien projeter ni attendre, c'est différent, c'est plus léger. On est dans une énergie de paix. Maintenant, on laisse l'univers se charger de la suite. Et dans cette légèreté, on peut même ne plus ressentir l'envie de déposer plainte parce qu'on sait que tout se fait tout seul. Pour illustrer ça, mon propos sur l'action dans l'énergie de paix, je vais évoquer l'association qui s'appelle la Maison des Beagles Libres. L'association récupère des chiens, des beagles, qui sont utilisés dans les laboratoires pour des expérimentations et qui, en fin de protocole, vont être euthanasiés. La dame de l'association dit que son but n'est pas de dénoncer ni condamner ces laboratoires, mais uniquement de sauver les beagles de l'euthanasie pour leur donner une nouvelle vie. Elle dénonce pas ces pratiques parce que, au fond, on participe tous, sans le savoir ou pas, à ces expérimentations en achetant des cosmétiques ou d'autres produits testés sur les animaux. Donc, elle fait au mieux, elle agit dans une énergie d'amour et de paix, et même si elle ne dénonce pas, ça fait quand même le job en fait. Ça dénonce sans dénoncer. Déjà, ça fait savoir que ces animaux sont euthanasiés, chose qu'on ne sait pas forcément. Ça rappelle régulièrement cette pratique d'expérimentation qu'on fait sur les animaux qu'on oublie trop vite. Ça montre l'état des animaux parce qu'elle fait des vidéos et on voit des réactions des animaux quand ils posent leurs pieds sur l'herbe pour la première fois de leur vie. Alors ça laisse pas indifférent du tout, ça touche, ça fait réfléchir. Chacun a alors ses déclics, continuer comme ça ou changer les choses. Qui sait ce qui va se passer ensuite. C'est un bel exemple, je trouve, d'action dans une énergie de paix qui peut beaucoup faire changer les choses. Alors c'est pas la seule, il y a plein de personnes qui font des actions de ce type aussi. Alors, il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est « il faut se battre, on va se battre ». Mais c'est quoi se battre? Est-ce que c'est une énergie de paix? Se battre pour la paix. Mais y a-t-il vraiment besoin de se battre contre quelqu'un ou quelque chose pour la paix? La paix, c'est la reconnaissance que tout est un. Donc, si je me bats contre quelque chose ou quelqu'un, c'est que je ne reconnais pas que tout est un. Je ne reconnais pas que cette chose ou ce quelqu'un est une part de moi. Je ne reconnais pas que tout est lié, que tout forme un grand tout, un grand mécanisme unique. Pas besoin que je me batte pour la paix. Je suis la paix. Il suffit de la vibrer. Et alors, les mouvements de vie se font tout seuls. Et ce qui doit se passe dans le sens de l'harmonie. Je sais que c'est difficile à croire, mais ces personnes qu'on n'aime pas, les méchants, eh bien, ces méchants sont dans mon film. Ils font partie de moi. Ils sont bien dans ma conscience. Donc, ces méchants que je veux voir disparaître, ils jouent le rôle qu'ils doivent exactement jouer parce que tout mon monde est complice de tout ça. Tout mon monde a participé à ce résultat. Tous les individus de mon film, de mon jeu, sont pris dans les engrenages du jeu. Il n'y a personne qui a plus de pouvoir qu'un autre. Tout le monde est soumis aux mêmes règles du jeu. Ça se déroule et tout le monde est pris dans le mouvement et chacun joue son rôle. Qui dans le jeu a le pouvoir sur les événements? La météo, la rotation de la Terre, le lever ou le coucher du soleil, ou même son propre départ du jeu. Donc oui, le pervers, le méchant, je l'aime pas, mais pourtant il a sa place puisqu'il est là.
tant qu'il y a des croyances de victime, il y a des croyances de bourreau. Si chacun accueille et voit ses blessures, sa croyance de subir son propre monde, si chacun n'est plus victime, alors il ne nourrit plus son bourreau. Le rôle de bourreau s'évanouit de lui-même. Un pervers n'a pas de puissance tout seul, c'est autrui qui lui en donne et le nourrit via sa soumission. Si je ne me sens plus victime, il n'apparaîtra plus de bourreau dans mon champ de vision. Alors revenons à l'actualité. Ça parle de Frexit, rendre à la France sa souveraineté en sortant de l'Europe. Donc c'est le Frexit. Entre parenthèses, c'est drôle de parler de Frexit avec le mot anglais exit sur un sujet qui parle de renouer avec les valeurs françaises. Donc c'est marrant d'avoir pris un mot comme ça, anglais. Bon, bref. Donc ça parle de rendre à la France sa souveraineté, détacher ses liens de dépendance avec l'Europe, etc. Et donc moi, là, j'entends, reprenons chacun notre souveraineté intérieure, coupons nos liens de dépendance avec des autorités à qui nous donnons notre pouvoir. Ça veut dire ne plus être un mouton, sortir de la souffrance, etc. Comment sortir de la souffrance ? Comme je l'ai dit plus haut, je reviens ici dans le cœur et maintenant. Si je retombe dans mes projections, oui, mais t'as vu, un tel, il a eu ça, c'est inadmissible, ils vont me faire pareil, blablabla. J'écoute mon corps, je sens une tension, y a pas bon. Stop, revenir ici et maintenant. Quand je reviens ici sans plus m'inventer d'histoires potentielles dans le futur, oh oui, ça va. Et oui, ça va. Comment puis-je reprendre ma souveraineté ? Ou plutôt, comment me rendre compte de ma souveraineté parce que je l'ai jamais perdue, juste je l'ai oubliée. Eh bien justement, les événements actuels s'en chargent. Alors, balayons concrètement des sujets stressants. Les événements qui impactent le soin, la médecine, les médicaments, la pénurie de médecins, les remboursements de médicaments, eh bien, c'est la main divine qui nous pousse dans le dos. Je l'aime bien, cette main divine. Et la main divine, c'est moi. Hein. C'est moi qui m'auto-pousse, en fait. Donc, c'est la main divine qui nous pousse pour qu'on change notre regard sur la maladie, pour qu'on se soigne autrement, pour qu'on prenne en compte le corps, mais aussi l'esprit, parce que les deux sont liés, pour qu'on comprenne nos maladies par la symbolique du corps, par exemple, par la connaissance, pour qu'on s'intéresse à ce que la nature nous offre comme remède, parce qu'il y a absolument tous les remèdes dans la nature. On peut vraiment tout imaginer en termes de guérison. Nos changements de croyances peuvent faire des miracles. Et ça permet alors d'être indépendant de la grosse machine pharmaceutique. L'assurance maladie ne s'appelle pas l'assurance santé, hein. Sur Internet, il y a plein de thérapies expliquées. Ça peut faire se développer une autre forme de guérison, davantage tournée vers l'unité et donc l'altruisme. L'amour est indispensable dans la guérison. Toutes les thérapies se complètent. Allier la médecine moderne à une autre forme de médecine du corps et de l'esprit. Donc quand on sait s'auto-guérir, on est bien plus en confiance, on se sent plus fort, moins dépendant d'autorités supérieures. Il n'y a rien d'extérieur à moi qui me veuille du mal. La maladie joue un rôle, c'est le signal qu'il y a quelque chose à voir dans ma vie. Si les événements actuels concernant ce sujet de la médecine m'impactent dans mon quotidien, si tout ça me stresse, c'est pas parce que la vie est injuste, sauf si je le crois. C'est parce que c'est le moment de prendre du recul, de décoder le message du corps, si je suis malade. La vie me ferme une porte que j'ai l'habitude d'ouvrir pour m'inciter à en ouvrir une autre. Je peux bien sûr voir dans ces événements le drame de plus pouvoir me soigner comme avant, mais je peux aussi y voir une proposition, une incitation à changer ma façon de me guérir. Et si je suis ouvert, si j'ai la foi, la confiance en ce que me propose la vie,
les solutions apparaissent. Et bien sûr, la connaissance et l'amour contribuent à la guérison. Les événements qui impactent l'argent, le salaire, les placements financiers, la valeur des choses, eh bien, c'est toujours la main qui pousse dans le dos pour changer sa relation au matériel, à ce à quoi on s'attache, sa dépendance à l'argent, la valeur qu'on donne à l'argent. Lâchons prise, rien ne nous appartient. La vie nous offre des biens, elle peut nous les reprendre pour nous apprendre une leçon, sans qu'on pense qu'on vit constamment l'injustice. La vie m'apporte ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, et de la manière dont j'en ai besoin. J'ai confiance. On a le corps qui nous correspond, le métier qui nous correspond, et le portefeuille qui nous correspond. Bon, mais si ça paraît impossible de prendre autant de recul, commençons par un petit recul. Observons que les événements qui nous impactent financièrement sont là pour nous pousser à observer notre relation à l'argent, à nos valeurs. Alors, allons au moins dans le sens de cette proposition de la vie. Observons notre façon de consommer. Est-ce qu'on met trop de côté sans profiter de rien? Est-ce qu'on dépense tout pour des futilités sans rien mettre de côté? Est-ce qu'on surconsomme à outrance? Est-ce qu'on gâche? Est-ce qu'on jette au lieu d'essayer de réparer? Est-ce qu'on prend la peine de faire des gestes pour recycler ou bien on fait aucun effort? Est-ce qu'on gère bien son argent? Est-ce qu'on met assez son nez dans ses comptes? Et est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'aide pour mieux gérer son argent? Voilà, juste observer pour se dire « Ah oui, peut-être que les événements actuels, même s'ils sont désagréables, ils vont m'être bénéfiques au final pour moi, pour que je sorte de certains schémas et aussi pour l'humanité. » Voilà, juste pour accepter les événements sans vivre l'injustice. La taxe sur les petits objets achetés à l'étranger, eh bien, ça va éviter cette surconsommation d'achats sur les sites chinois à bas prix. Voilà, pensons quand même à la planète. Donc, globalement, ça va dans le sens de réparer au lieu de jeter, réutiliser, recycler, donner. Et ça se développe d'ailleurs, c'est très bien ça. Ça pousse à troquer, à l'entraide. Chacun a des dons qu'il peut apporter à l'autre. Je te donne des légumes, tu me repeins mon portail. Grâce à Internet, on peut voir que des personnes arrivent à vivre avec pas grand-chose comme argent, ce qui est rassurant. Et quand on se retrouve avec moins de salaire, on change son rapport à l'argent et on se rend compte qu'on peut aussi s'en sortir avec moins de sous. Symboliquement, l'argent, ça représente les valeurs, la valeur qu'on donne aux choses et à sa vie, la richesse intérieure. Pourquoi par exemple dire « je n'ai pas d'argent » alors que j'en ai et que je sais que j'en ai? Pourquoi donc cette sensation? Quelle valeur je me donne? Quelle valeur je donne à ma foi? Comment je considère ma richesse intérieure? Argent est-il synonyme de réussite? Parfois je lis dans des commentaires « un tel au moins il a réussi, il est à la tête d'un empire ». Donc il a réussi parce qu'il est plein de sous. Ok, mais comment considère-t-il les autres? Utilise-t-il son argent de manière éthique, dans un but plus grand, pour des causes nobles, ou juste pour un usage personnel sans même prendre en compte l'impact sur le monde? Et cette personne a-t-elle trouvé la paix? La vraie paix, hein, la non-souffrance. A-t-elle trouvé la paix grâce à son argent? Oui, on peut dire que la réussite, c'est être riche, mais riche de l'intérieur, avoir des valeurs intérieures nobles, penser collectif, penser unité aussi. Si on a gagné beaucoup d'argent grâce à un public, on peut être généreux aussi avec ce public. C'est une sorte de façon de remercier ceux qui nous ont rendus riches et pas juste étaler notre richesse devant eux. D'ailleurs, en faisant des actes nobles, ces mêmes personnes qui étalent leur richesse sur les réseaux sociaux peut-être vivront moins de harcèlement.
Donc réussite égale argent. Donc une personne qui vit dans son camion, qui est proche de la nature, autonome pour quasi tout, et très heureux comme ça, n'est pas considéré comme quelqu'un qui a réussi sa vie, car il n'est pas riche de biens, enfin de biens matériels. Donc forcément, quand on nous annonce que notre argent va diminuer, on s'éloigne de la réussite et on se rapproche du camion. C'est dommage de penser que réussite égale argent. Si on changeait notre câblage et notre vision de la réussite, ça éviterait cette obsession de l'argent et ça créerait une autre réalité. On changerait notre réalité. C'est dommage d'être uniquement focalisé sur l'argent parce que l'argent, ça fait pas tout. L'abondance est là, elle est disponible pour tous, dans l'œil de chacun. Tout le monde peut vivre en abondance. Il suffit de changer son regard. Alors, concernant les événements qui impactent la nourriture, animale, végétale, avec les problèmes de vaccins, pesticides, etc., idem, c'est pas que pour nous embêter, c'est que quelque chose ne va pas dans notre façon de nous alimenter. Dans l'histoire du personnage, observons comment on achète. Peut-être faudrait-il regarder la provenance et les conditions de production, parce qu'avant on ne regardait pas forcément. On faisait confiance aveuglément. Donc, utiliser notre discernement, on se renseigne, on se voile plus la face, il y a de la maltraitance animale, il y a des pesticides, il y a des conditions d'élevage ou de culture pas très éthiques. Et nous avons le pouvoir de changer ça. Il suffit de ne pas acheter certains produits. Si je n'achète plus de produits d'une entreprise qui maltraite les animaux, cette entreprise disparaît et la maltraitance avec. Je sais que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais il va bien finir par y avoir un étiquetage clair sur les emballages pour indiquer le niveau de respect du bien-être animal, comme pour le label bio ou un autre label, pour qu'on s'y retrouve lors de nos achats. Si pour moi l'animal n'est plus mangeable suite au vaccin ou autre, c'est pas parce que ça sera la fin du monde, mais parce que la vie m'incite à ne plus manger d'animaux et de trouver d'autres formes de nourriture. Donc en fait, je me pousse moi-même à changer ma nourriture. Toute forme de vie se respecte, tout est fait de la même substance, mais il faut accepter aussi que dans le jeu, il y ait un cycle de vie, des mécanismes qui font que toute forme apparaît et disparaît. Ces événements impactant la nourriture poussent à bien s'alimenter. Alors chacun trouvera sa solution pour le faire. Par exemple, acheter local aux petits producteurs qu'on connaît, avoir son petit potager chez soi pour disposer de fruits et de légumes à volonté, et puis pour être indépendant et plus zen. On cultive ainsi l'abondance et on peut en faire profiter les autres. Troquer, par exemple, je t'échange des fruits contre une séance de réflexologie plantaire. Par exemple, pour l'eau qui coûte cher, on peut épurer son eau avec de l'argile ou bien des systèmes d'épuration, les reminéraliser avec des pierres volcaniques. Voilà, pour plus acheter les eaux en bouteille qui sont chères. Bref, il y a plein d'astuces pour s'en sortir. Vive Internet pour ça. Internet n'est pas là par hasard, juste à ce moment critique. Donc tout ça, c'est pas pour nous embêter, c'est une proposition de la vie pour enfin se nourrir plus sainement, tout en prenant en compte la terre, la nature, les animaux, parce que une bonne nourriture, c'est une bonne santé. Et symboliquement, la nourriture, c'est aussi comment je me nourris spirituellement. Si je suis donc autant impactée par les poisons, les pesticides, etc., je peux observer ce qui m'empoisonne autant dans la vie. Quand des croyances sont vues, ce qui nous semble être un problème dans la vie ne l'est plus tout subitement. Actuellement, la vie me fait me poser cette question. Est-ce que maintenant je me sens nourrie dans la vie ? Est-ce que je suis nourrie par ce que je fais ? Petite réflexion, grosse réflexion.
Alors concernant la hausse des prix de l'électricité ou du chauffage, de l'énergie en général, comme pour tous les autres cas, soit je me sens victime, je subis, je ne peux plus me chauffer et ça va pas, je me plains. Et alors je passe un hiver à me cailler. Soit je ne me sens pas victime, j'ai la foi. À tout problème, je sais qu'il y a une solution. Et alors subitement, me revient le nom d'un ami qui a un vieux poêle à bois dans son garage à me prêter. C'est un exemple bien sûr. L'idée en fait, c'est de rester ouvert et optimiste. Une solution va apparaître. Il faut avoir la foi. Les événements qui touchent l'électricité, le chauffage, l'énergie, dans l'histoire pour le personnage, c'est peut-être le signal qu'il faut s'intéresser à ces dépenses énergétiques, parce qu'il y a beaucoup de gâchis. Regarder son contrat, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, changer de contrat, utiliser d'autres énergies comme les énergies solaires. En tout cas, aller vers plus d'autonomie en termes d'énergie, au maximum, afin de dépendre le moins possible des grosses entreprises qui ont le monopole et du gouvernement qui monte les prix comme il veut. Et qui sait ce qui peut être inventé de nouveau. Le fait qu'on n'arrive plus à payer son chauffage, ça peut pousser certaines personnes à innover, inventer des systèmes pour trouver des manières de se chauffer facilement, de façon indépendante et écologique, et puis le partager sur les réseaux sociaux. C'est quand on est dans la difficulté que ça turbine un maximum dans le cerveau pour trouver des solutions pour s'en sortir. Et alors on peut inventer des trucs de fou quoi. Puisque quand on ouvre les vannes, quand on est à l'écoute de la vie, on reçoit les informations dont on a besoin. Symboliquement, ces événements qui touchent les énergies, ça me parle de la façon dont je gère mon énergie. Est-ce que je dépense trop d'énergie pour ne rien gagner au final, voire perdre du temps et de l'argent? Est-ce que ma maison est bien isolée? Ma maison me représente aussi symboliquement. Est-ce que je perds de l'énergie pour rien? Pourquoi ça me coûte cher d'avoir de la chaleur chez moi, donc en moi, dans ma vie? Est-ce que j'optimise mon potentiel énergétique dans la vie ou bien est-ce que je me l'auto-sabote? Voilà, globalement, lorsque le manque se fait sentir, on prend alors conscience de la valeur des choses et de leur sacré. On va garder plus longtemps un vêtement, on va préférer acheter de qualité, on va savourer un fruit cueilli sur l'arbre parce qu'il va coûter cher en supermarché, on va faire attention à ne pas gâcher l'eau, etc. On redécouvre la saveur des fruits et des légumes quand ils viennent de notre jardin. Les événements qui touchent à nos biens matériels, en général, vont nous faire travailler sur ce à quoi on s'attache trop matériellement, les habitudes qu'on ne veut pas changer, la crainte de perdre des choses habituelles. Il faut sortir de la dépendance et de la soumission au maximum, aller vers l'autonomie, l'indépendance et l'altruisme. Et ça nous y pousse. Reprendre sa toute-puissance et voir qu'en fait, elle a toujours été là, mais qu'elle était voilée par un tas d'amas de croyances, de pensées, d'habitudes. La finalité, c'est ne plus souffrir, être la paix, c'est l'éveil. Enfin, c'est ma vision des choses. Alors, concernant les annonces de possibles guerres en Ukraine, bon, pour l'instant, il n'y a pas de guerre en France, donc pas de projection de drame. Je reviens ici et maintenant. Les enfants sont toujours là, donc c'est ok. Et puis, on se rend compte quand même que personne ne veut faire les guerres, ce qui est plutôt encourageant. Les gens veulent la paix, c'est aussi pour ça qu'ils sortent pas tous dans la rue comme des sauvages avec des fourches. Ils ne veulent pas d'ennui. Il y a bien sûr des personnes qui veulent réellement s'engager pour faire la guerre. On ne peut pas les en empêcher si c'est leur rôle. Ils ont à expérimenter ça et ils en tireront une leçon forcément. Peut-être de sagesse, qui sait. Je ne sais pas ce que ça va donner quand il y aura des robots. Ce sont eux qui iront faire la guerre à la place des humains. Ça aura plus aucun sens. Je rigole, mais parce que franchement, la guerre ou la menace, ça n'apportera jamais la paix durable. Juste une forme d'autorité de maintien de l'ordre. C'est pas une vraie paix comme je la conçois personnellement.
Alors, on va pas dans un pays par hasard, ou plutôt un pays n'apparaît pas par hasard dans notre champ de conscience, il apparaît en lien avec soi. Chaque pays, chaque lieu a sa symbolique, son schéma, ses caractéristiques, comme s'il représentait une part de moi, comme si j'étais la terre entière. Ce qui est le cas, hein. Tel pays représente pour moi la colère, tel pays l'innovation, tel pays la grandeur, ou la nourriture, le respect, la liberté, l'abondance, la fête, la culture, les racines, le froid, le chaud, le sec, l'humide. Par rapport aux langues parlées, tel pays évoque la douceur, la lenteur, la rapidité, la discipline, la force, la faiblesse, l'agressivité, etc. Par rapport aux couleurs aussi, ça envoie une énergie. Il y a des pays où il y a que du blanc, d'autres du marron, du rouge, du bleu, du vert. Des pays où domine l'eau, c'est la symbolique de la mer, ou d'autres pays où domine le soleil, la symbolique du père, etc. Chaque pays a son emblème aussi qu'il symbolise. La France a comme emblème le coq, les branches de chêne, d'olivier, la hache. Donc ça représente plutôt la terre-mère, le terroir, avec le coq, la Marianne, la baguette, le vin, le fromage. La devise française, c'est, vous connaissez, liberté, égalité, fraternité. L'Ukraine a comme emblème un trident d'or qui représente un faucon en chasse, piquant vers le sol, donc en action, en attaque. C'est un dessin abstrait, stylisé, on ne sait pas vraiment ce que c'est. La devise de l'Ukraine, c'est « Gloire à l'Ukraine ». La Russie a comme emblème un aigle à deux têtes, avec des couronnes, 3 couronnes, histoire de bien montrer l'autorité. Ça fait très monarchie, toutes ces couronnes. Et les 2 têtes, ça donne l'impression de 2 visages. Alors pourquoi ces têtes tirent la langue ? Un clin d'œil de la vie qui se marre. La devise russe, c'est « il n'y en a pas ». Les États-Unis ont comme emblème un aigle dans une posture qui se veut symboliser plutôt la défense, les 13 flèches, la paix aussi avec les rameaux d'olivier et l'unité puisque ça s'appelle les États qui sont unis. La devise des États-Unis est en latin, ça veut dire de plusieurs un. Sous-entendu, de plusieurs États, les 13 États, on en a fait un seul. Toutes ces symboliques donnent une idée de l'énergie des pays. Bon, je développe pas plus les symboliques parce que je pourrais m'étaler des heures et la vidéo va jamais finir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Quel est le lien entre ces pays ? Pourquoi la France annonce-t-elle vouloir s'allier avec l'Ukraine pour lutter contre la Russie en 2026 ? C'est pas juste dû à la décision d'autorité. Personne ne décide. Pourquoi le grand mécanisme va dans cette direction, c'est-à-dire évoquer une guerre ? Pourquoi ces 3 pays sont-ils liés ? Même ces 4. D'un point de vue global, qu'est-ce que ça viendrait de transformer en nous ? Oser être soi, se libérer, reprendre sa souveraineté. Dans l'histoire, le peuple russe est-il libre ? Le peuple ukrainien est-il libre ? Le peuple français est-il libre ? Est-ce que ce processus de tenter de lancer la guerre ne permettrait pas de libérer les 3 pays d'un coup et transformer notre croyance ancrée que la Russie est toute puissante et invincible ? Transmuter ma croyance que symboliquement autrui a toujours plus de puissance et d'autorité que moi et que moi j'en ai pas ? Je sais pas, on finira par le savoir. En tout cas, ne nous pensons pas victimes, on sait qu'il y a quelque chose à voir. Observons encore et encore de loin tout ça. Même si je me mets dans la peau de mon personnage, je suis aussi ce qui regarde le film et ce qui fait tourner le monde, mon monde. Je ne souhaite évidemment pas de guerre. Vibrons la paix et ayons la foi en cette transmutation géante. Pourquoi ça va pas plus vite ? Pourquoi le changement de gouvernement ne se fait pas tout de suite ? Eh bien, parce que tout n'est pas prêt.
Si on ne le projette pas encore sur l'écran, c'est parce que le schéma, le câblage n'est pas encore celui-là. C'est pas encore assez mûr. Le fruit de l'arbre tombe quand il est mûr. Il faut faire confiance au processus. Tout ce qui se passe en ce moment est utile et nécessaire. On ne peut pas sauter les étapes. Même si c'est pénible, même si c'est stressant, ce qui se déroule maintenant fait partie du chemin de l'histoire. En ce qui concerne la vaccination obligatoire, je voulais évoquer la relation de cause à effet, le lien de cause à effet avec une notion de temps, à ne pas confondre avec le lien entre nous tous, le lien de l'unité qui est dans le présent. Le lien de cause à effet dans le temps, en fait, est associé aussi à des émotions, les remords, regrets, culpabilité, fierté, alors que le lien entre tout dans le maintenant est sans rapport avec les émotions. C'est pas pareil. Donc la vaccination obligatoire, par exemple, une personne n'a pas voulu être vaccinée alors que c'était imposé par sa direction, alors elle a dû démissionner de son poste. De mon point de vue, c'est que cette personne n'était plus à sa place à ce job. Ce n'est pas que à cause du vaccin que la personne a dû partir, a dû démissionner, mais pour une infinité de causes. Il n'y a jamais une seule cause à un effet. On ne retient que la cause qui défend notre scénario de l'instant et nos croyances, mais en fait, il y en a une infinité. Plein de petits éléments se sont imbriqués ici et là pour que ça se passe comme ça. Donc l'obligation de vaccin, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase. On peut dire que la goutte de trop, c'est le vaccin, mais bon, le vase était déjà plein. Ainsi, c'est pas la faute au vaccin, aux responsables ou au gouvernement, c'est la faute à personne. C'est juste que ça devait se passer comme ça. Ça fait retomber cette colère, ces regrets, ces remords dont je parlais tout à l'heure, toutes ces émotions. Après, s'il y a élan de dénoncer, je peux dénoncer ce que j'estime être dénonçable, faire un procès si j'estime que quelque chose n'a pas été fait dans la légalité. Mais je ne suis pas dans l'attente du dénouement du procès pour être en paix. Je suis déjà en paix là maintenant, parce que je ne me sens pas victime. Je n'attends rien. L'univers se charge de tout. Les valeurs sont primordiales. Il ne faut plus faire semblant. Ça demande à être authentique et plus faire semblant. On doit s'investir dans quelque chose en phase avec ses valeurs. Donc, si on se fait virer, c'est pas parce qu'on est victime, c'est juste qu'on n'est plus à sa place. Et l'univers n'y va pas par quatre chemins. Hop, dehors. Avec délicatesse, si ça nous correspond, ou brutalement, si ça nous correspond aussi, sans histoire de victime ni bourreau. Évoquons maintenant les procès, les révélations de magouilles, de corruption ou autres. Il y a comme une énergie de mise en lumière de tout ce qui est sombre et caché, comme si une grande lampe torche venait éclairer toutes les zones sombres. C'est aussi le message pour dire cessons de tout croire, tout ce qu'on nous dit, et ayons du discernement. N'écoutons pas les belles paroles ou les belles attitudes. Demandons des preuves d'une bonne foi. Vérifions que cette personne soit de confiance, qu'elle ait déjà fait des actes en phase avec son discours. Ne donnons pas tout notre pouvoir à quelqu'un, etc. Je cesse de croire que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à moi va me sauver. Je suis mon propre sauveur, je suis mon propre guide. Bref, tout ce désordre extérieur est bien le reflet de notre désordre intérieur. Il y a des choses cachées qui se révèlent, comme les choses qui sont cachées aussi en nous qui se révèlent. Je vois pas ça comme la guerre de la lumière contre les ténèbres, le bien contre le mal. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est juste une mise en lumière de nos parts sombres qu'on a bien enfouies, un nettoyage comme on lave des vêtements sales. Ils sont sales parce qu'ils sont sales. C'est pas mal qu'ils soient sales et on va pas ressasser le pourquoi ils sont sales.
Juste maintenant, ils doivent être propres et on va les laver. Il y a une volonté globale de nettoyer ce qui gouverne le pays, comme on veut nettoyer ce qui nous gouverne intérieurement, nous aussi. Et encore, je dis nettoyer, mais il n'y a même pas besoin de balai, pas besoin de prendre un balai, de faire quelque chose. C'est juste observer, voir que l'autre est une part de moi, que l'autre a un lien invisible avec moi, que le monde répond en direct live à mes conditionnements, croyances, à mon schéma. Voir que ça répond en direct à mon état vibratoire. Un événement entraîne un autre événement, qui entraîne un autre événement, ça s'arrête jamais, tout est lié, comme si tout était lié à des engrenages qui tournent les uns avec les autres. Si un engrenage tourne différemment, c'est tous les autres engrenages qui tournent différemment aussi. Dans le maintenant, j'entends, pas dans un temps. Tout semble se passer donc pour nous reconnecter à notre toute-puissance et aussi développer l'altruisme. Penser collectif, penser que l'autre est une part de moi, penser qu'on est lié. Un geste que je fais impacte quelqu'un, qui impacte quelqu'un, qui impacte quelqu'un, tout de suite là maintenant. L'altruisme, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument s'occuper des autres, qu'on doit accueillir quelqu'un chez soi. C'est le rôle de certaines personnes d'accueillir. D'autres donnent de l'argent, d'autres juste un sourire, une présence, une attention, peu importe. Mais au moins, pensez commun, pensez tous. Pensez qu'il y a un lien invisible entre nous et que si on enfonce quelqu'un, on s'enfonce aussi soi-même intérieurement. Ceux de l'autorité qui semblent tenir les rênes ne les tiennent pas du tout. C'est ce grand mécanisme divin, cette grande machine cosmique, c'est ce tout qui décide. Et chaque personnage est pris dans les engrenages. Chacun joue son rôle en fonction de son schéma, qui dépend du schéma de l'autre, etc. Comme un puzzle géant où tout s'imbrique dans tout. Il faut prendre un max de recul, comme si on était observateur sur une autre planète, observant la Terre, et en même temps on s'est inséré dans la peau d'un terrien, histoire de vivre aussi ses émotions. Donc kiffer l'expérience, chacun va vivre l'expérience différemment, on colore notre monde avec notre regard, observons de quoi nous nous nourrissons sans nous en rendre compte. Le portable est intelligent pour ça, il nous resserre ce que nous regardons. Donc si on voit passer des trucs anxiogènes à longueur de temps, c'est qu'on les regarde en fait. Donc on va avoir des infos de tous les gens qui meurent, de complots sur des reptiliens qui ont un plan macabre, ou bien toutes les chirurgies esthétiques ratées. Mais c'est possible d'indiquer que ça ne nous intéresse pas de voir ça et de regarder que des choses agréables et légères. Oui, c'est possible. Pendant la période Covid, il y a des personnes qui ont très mal vécu l'expérience et d'autres qui l'ont bien vécu. Certains ont même eu des révélations suite à la situation. La planète a pu un peu respirer, ce qui permet de se rendre compte que la planète a la capacité de se régénérer. Chacun a coloré l'expérience via son regard. Chacun a été confronté à ses conditionnements, ses croyances et ses valeurs. Il y a eu donc ce premier secouage. Ça a permis de voir ses réactions, son comportement lors d'une épreuve de très grand stress. D'ailleurs, concernant le Covid, la liste des effets indésirables a été supprimée. Alors, la tentation est grande de tomber dans la haine envers ceux qui ont fait ça. Mais il faut lâcher prise, avoir la foi. Une liste supprimée ne changera rien. Et si on regarde de plus près les effets liés au vaccin, vous savez maintenant qu'il n'y a pas réellement de lien de cause à effet dans le temps. Il n'y a pas une seule cause unique à un problème, mais une multitude de causes. La personne qui a quitté la Terre devait quitter la Terre. La personne qui a eu des problèmes de santé devait avoir des problèmes de santé et aurait eu des problèmes de santé via un autre biais.
Car les problèmes de santé, la maladie, c'est quand même le signal que quelque chose ne va pas, quelque chose est à voir dans sa vie. La maladie n'est pas là par hasard, elle a un rôle aussi. Donc tout un scénario s'est dessiné pour que ça se passe comme ça. Bien sûr, il y a des émotions, la colère, la tristesse, etc. Et aussi des douleurs dans le corps. Mais si en plus on y superpose des blessures, injustice, humiliation, trahison, etc., eh bien on souffre. Car la souffrance ne vient pas des émotions, ni des douleurs physiques. La souffrance vient des blessures, des histoires qu'on se raconte, des projections qu'on fait dans le futur, des pensées qu'on rumine. Donc avec cette vision de recul, d'unité, la colère, la culpabilité, le regret, la rancœur n'ont plus leur place. On ne peut plus en vouloir à quelqu'un. On s'introspecte pour comprendre tout ça et surtout pour guérir. On n'attend plus une justice future pour enfin revivre. C'est maintenant qu'on se libère, pas quand un procès aura lieu ou pas quand quelqu'un sera en prison. Concernant le dérèglement climatique, le mot dérèglement, se dérégler. Une machine se dérègle, mais la planète, le climat, comme si le mécanisme de la vie se déréglait. Pourtant, le mouvement de vie continue bien de tourner, le film se déroule, ça fonctionne toujours bien. Donc oui, c'est dans l'histoire pour dire que les températures montent sur la planète. Il fait plus chaud, et oui, ça chauffe, ça vous étonne. J'en reviens au lien de cause à effet. Ce n'est pas que l'humain qui est en cause dans ce réchauffement. C'est une infinité de causes. Tout est complice de ce changement climatique. On ne sait pas si, même sans humains, sur la planète, le climat ne serait pas, entre guillemets, déréglé naturellement. Dans les livres d'histoire, ça raconte que pendant certaines périodes de l'histoire, il y a eu des extinctions. Donc, la pensée évolue, il y a des innovations, et donc de nouvelles découvertes entraînent des modifications dans l'atmosphère. C'est lié, c'est prévu. Les esprits innovent, on découvre le moteur à essence et ça rejette du CO2. Mais il y a des solutions qui apparaissent aussi pour contrer ça. Le problème, c'est pas les innovations, c'est ce qu'on en fait, c'est la non-connaissance. Même si on en était resté à la découverte du feu, à la période de Cro-Magnon, si tout le monde avait brûlé toutes les forêts, je sais pas comment aurait été la Terre. La non-connaissance. Si je ne sais pas qui je suis, si je souffre, je me bats contre les autres, contre mon monde et contre moi donc. Mais dans nos vies de personnages, c'est quand on souffre beaucoup qu'on s'introspecte et qu'il se passe souvent des déclics. Et aussi parce que c'est le bon moment au niveau de l'horloge cosmique. La Terre entrerait-elle dans le même processus? Se mettrait-elle dans une souffrance extrême pour ensuite faciliter son éveil? Dans tous les cas, le fait que le dérèglement climatique soit un sujet d'actualité, ça nous fait penser régulièrement à la planète, donc à tous. Ça nous rappelle qu'on est tous liés, parce qu'on dépend tous de cette planète. Ça nous rappelle qu'on est un ensemble. Et l'important, c'est de le vibrer. Parlons de l'IA, intelligence artificielle. Pour moi, quand j'entends IA, j'entends intérêt pour la conscience, les pensées, l'invisible, etc. Des domaines encore plus flous et éthériques que les ondes électromagnétiques. Côté innovation, découverte, invention, ça devient de plus en plus éthérique, spirituel, impalpable et de plus en plus rapide. Ça partait de la matière, donc du lourd et du lent, le métal, les outils, la roue, etc. Et ça va vers du plus en plus aérien, la vapeur, les gaz, puis l'électricité, les ondes, le magnétisme. Donc plus léger, plus rapide aussi, comme des niveaux de conscience qui changent. Vous savez, c'est comme quand on découvre une nouvelle planète,
c'est en lien avec un nouvel état de conscience. Alors, j'ai pas trop creusé ça, mais symboliquement, ça serait marrant de voir le lien entre les innovations et les chakras ou bien le corps humain. Du style, l'électricité représente les nerfs, la machine à vapeur les poumons ou autre chose auquel j'aurais pas pensé. Si vous avez des points de vue là-dessus, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Bon, alors, faut-il avoir peur de l'IA ? L'arrivée de l'IA, c'est comme lors de l'arrivée de la téléphonie mobile ou des ordinateurs lorsqu'ils sont apparus. L'évolution se fera petit à petit, comme pour les ordinateurs ou les téléphones portables. On va évoluer avec. Mais même avec les réseaux sociaux, les gens sortent toujours, vont toujours à des concerts, au restaurant, se rencontrent dehors, se promènent, font du sport, des activités, vont au musée, etc. quoi. Oui, mais avec les robots et l'IA, on n'aura plus de boulot. On peut dire ça à chaque évolution. Avec la découverte de l'électricité, le métier d'allumeur de réverbère a disparu. Mais d'autres métiers apparaissent, ou bien d'autres façons de vivre vont voir le jour. La créativité est sans limite. L'homme réussira toujours à trouver des idées pour vivre, manger, se divertir et se guérir. IA ou autre chose, ça reste toujours dans l'histoire, le rêve, une sorte de rêve de moi, conscience. Ça change rien, l'histoire se déroule toujours, mais ce que je suis, le rêveur, n'est pas touché. Quoi qu'il arrive, ce que je suis ne peut pas être touché. Je suis ce qui regarde tout cela, je suis ce qui rêve tout cela. Pour revenir à l'histoire, je balaye tout, Concernant l'addiction au téléphone. Ah, avant, on allait se promener dehors, on faisait des randonnées, nous, on n'était pas le nez sur le téléphone, blablabla. Bla bla bla. Qui est gêné ? Celui qui voit les autres sur leur téléphone ou bien ceux qui sont sur leur téléphone ? Si quelque chose me dérange, faut que je regarde ce qui vient résonner en moi. Ah, mais ils sont addictifs. Pour y voir de l'addiction partout, n'a-t-on pas soi-même un peu d'addiction en soi ? N'est-on pas soi-même accro à Internet, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait couper son accès au réseau pendant 2 mois, hors vacances, bien sûr ? N'est-on pas addict à la télé ou autre, à l'alcool, la cigarette, le sport même ? On aimerait peut-être s'en dégager de notre addiction, mais on est pris dans les filets de cette addiction et l'autre vient alors nous refléter ça et c'est très énervant. Ou bien alors, on prend pas de plaisir dans la vie et l'autre, en regardant son téléphone, prend du plaisir et ça nous énerve particulièrement. Ou bien ça nous montre aussi que dans notre schéma, il y a ce besoin de tout contrôler. Avant c'était mieux. Est-ce que de dire qu'avant c'était mieux, c'est pas une feinte pour éviter de s'introspecter dans le présent ? Une justification à sa mélancolie du présent. Je me recrée un passé illusoire embelli qui justifie ma mélancolie du présent. J'ai pas besoin de m'introspecter puisque ça vient pas de moi. Ça vient du monde qui est pire. C'est un fait et tout le monde m'approuve. Mais qui est mon monde sinon moi ? Ou plutôt, comment est-ce que je vois mon monde sinon avec mon propre filtre ? Et qui sont ces autres qui m'approuvent ? Mon monde est complice de mon illusion. Je vais faire en sorte de côtoyer ou ne retenir que les paroles de personnes qui vont dans mon sens pour confirmer ma croyance. Et ma croyance est confirmée. Ah oui, tout le monde dit que c'était mieux avant. Ben non, pas tout le monde. Si je ne suis pas heureux maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à voir maintenant, pas dans un truc du passé. Quelque chose non vu maintenant. La connaissance guérit, la connaissance de qui je suis, qui est ce monde, l'unité. Ce qui me rend mal ou malade, c'est de subir le monde, c'est de le croire extérieur à moi, séparé, coupé de moi. Alors les autres me veulent du mal, ils sont méchants, et évidemment, je les subis dans ma réalité.
Petit aparté d'ailleurs, en ce qui concerne le passé, on vit que dans le maintenant. Donc le passé est un passé de maintenant. Et c'est pareil pour le futur. L'astrologie, la voyance, est un futur potentiel annoncé maintenant. Par l'intermédiaire d'un astrologue ou d'un médium, la vie nous donne des informations que l'on doit savoir maintenant pour vivre certaines émotions maintenant. Tout ce qu'on ne doit pas savoir sur un potentiel futur sera omis par tous les astrologues ou les médiums de notre film, car ne pas savoir fait aussi partie du jeu. Voilà, aparté fini. Je reviens encore à l'histoire. Alors on me dit, pourtant, il y a plus de violence qu'avant. C'est quand même pire qu'avant ce monde. Pensez-vous qu'au Moyen-Âge, les barbaries n'existaient pas? Quand on écartelait les corps sur la place publique. C'est dégueulasse. Si des histoires de passé écrites dans des livres existent maintenant, c'est bien pour s'en servir. Alors, y a-t-il plus de violence? Il y a surtout beaucoup d'informations. Les informations circulent très très vite. Donc ça donne une sensation globale que le monde va mal, mais c'est juste que tout le monde parle de tous ces petits soucis en temps réel et parle plus rarement de ce qui va bien. C'est juste une sensation. Beaucoup plus de monde a accès à la connaissance. Beaucoup plus de monde est libre de parler. La parole libérée, c'est bien ça. J'ai libéré ma parole, je libère ma communication. Les réseaux sociaux permettent de se rendre compte de ce que vivent les autres aussi, et donc de relativiser sur ses propres problèmes, de se sentir moins seul avec ses problèmes, et de trouver des réponses à ces problèmes. Mais encore une fois, observons ce qu'on regarde pour nous nourrir. Concernant les harcèlements sur les réseaux, ceux qui critiquent, jugent, écrivent des choses pas sympathiques, non constructives, ces gens-là mettent en avant leur souffrance, leur mal-être, leur jalousie peut-être aussi. Si je prends la peine de regarder une vidéo de la star que je déteste et de lui écrire un commentaire, même haineux, je participe à rendre connue cette star que je déteste. Puisque les algorithmes fonctionnent au nombre de vues, de likes, de commentaires, de partages. Et si je participe à rendre connue cette star que je déteste, je vais la revoir de plus en plus pour ensuite lui déverser mes poubelles dessus. C'est très contradictoire et ça serait bien de voir ça. Finalement, je l'aime bien alors cette star que je déteste. Elle m'est utile. Je suis tentée de regarder cette star que je déteste parce que quelque chose titille, agace, parce qu'elle me reflète quelque chose de moi qui ne me plaît guère. Par exemple, si la star est belle et riche, si elle n'est pas authentique et qu'elle montre que tout lui réussit, ça vient rappeler mes échecs, mon physique, ma non-reconnaissance, mon injustice, etc. Je suis tentée de la regarder tout en la rejetant, car je ne souhaite pas voir ce reflet de moi. Et comme je ne vois pas ce lien entre elle et moi, que je refuse de voir ce reflet de moi, la même soupe est resservie et j'entretiens le cercle sans fin. Quand je n'ai plus rien à voir avec ces reflets, ces vidéos de stars ne me dérangent plus. Je suis détachée en fait. Je rajouterai aussi que toutes ces vidéos ne montrent pas la réalité du quotidien des personnes ni de leur physique. C'est une vitrine. Et on ne connaît rien des blessures et souffrances des personnes qui se montrent. Ne soyons pas dupes non plus, n'envions pas les blessures de l'autre. Chacun fait comme il peut avec ses blessures et les outils qu'il a. Et dans l'autre sens, celui qui reçoit les commentaires agressifs peut observer s'il est touché et en quoi il est touché par ces commentaires. Qu'a-t-il à voir? Une faille, une blessure, etc. Le mieux est d'apporter aux commentaires haineux une réponse bienveillante, ça sera utile à tous. Car rien n'est plus fort que l'amour. L'amour, la compassion, la compréhension, la connaissance quoi. Voilà, donc ayons de la compassion pour ces gens qui se bataillent avec eux-mêmes, parce que répondre à la haine par la haine,
ou répondre à la critique par de la critique, c'est juste nourrir les mêmes énergies de conflit. C'est énergivore en plus. Ceci dit, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais il y a plein d'entraide aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plein de commentaires très constructifs et gratifiants, encourageants. Les personnes partagent leurs astuces, font même des dons. Il y a beaucoup d'entraide, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, alors ça donne l'impression d'un monde négatif et agressif qui va pas bien. Mais tout est question de regard. Sur quoi se focalise-t-on ? Donc pour en revenir à l'actualité, ce qui se passe n'est ni positif ni négatif, juste c'est comme c'est, et c'est une proposition, une période dont l'énergie est idéale pour transmuter ces schémas de croyance, se rendre compte que mon reflet est mon reflet, que mon ombre est mon ombre, sortir de la souffrance, observer ce que je subis, ce qui me semble me vouloir du mal, se rendre compte que le machin qui me suit, qui me semble séparé de moi et qui me veut du mal, j'en suis sûre car je l'ai toujours cru, cette chose est juste mon ombre, mon reflet. Et quand c'est vu, ah, c'est moi en fait. Quand c'est vu, eh bien tout change, et pourtant rien ne change. Mon ombre est toujours mon ombre, et me suit toujours. Mais elle n'est plus perçue comme extérieure à moi, elle n'est plus perçue comme un danger. Elle est perçue comme moi. Mon ombre et moi sommes un, sans avoir rien fait, juste la vision, juste un déclic, juste un « Ah, j'avais pas vu !»« Ah, mais ça y est, maintenant je vois !» C'est la connaissance de qui je suis. Il est donc possible de vivre cette période de façon sereine, en ayant la foi, en revenant toujours ici au cœur et revenir à maintenant, sans se raconter des histoires futures. Les projections, les histoires qu'on se raconte obscurcissent la vision. Et en se recentrant, tout s'éclaire. Des idées viennent, des solutions apparaissent, les bonnes personnes se présentent sur la route pour nous soutenir, nous aider, etc. Et plutôt que de s'imaginer ce qui va se passer après, profitons maintenant de tout ce qu'il y a de beau et de magique dans notre vie, sur cette planète. Observons toutes ces vies. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. Ça n'est que ma vision et ça peut résonner en vous ou pas, il n'y a pas de souci. Les illustrations qui sont affichées sont issues de mes jeux de cartes et livres. Merci 1000 fois pour vos likes, vos commentaires, pas haineux, hein vos commentaires qui m'encouragent à continuer de transmettre. Si vous en ressentez le besoin, je suis toujours là pour vous accompagner. Je vous laisse sur les belles notes de musique d'une composition de mon ami Thierry Lujan, talentueux musicien. Bon chemin intérieur à tous, ayez la foi. L'amour est ce qu'il y a de plus puissant. Bye bye.